Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui touche des millions de personnes dans le monde, la néphropathie diabétique. Cette complication redoutable du diabète représente l'une des principales causes d'insuffisance rénale chronique et nécessite une attention particulière de la part de tous ceux qui vivent avec le diabète. La néphropathie diabétique n'est pas simplement une complication parmi d'autres, c'est un véritable enjeu de santé publique qui peut transformer radicalement la vie d'une personne. Comprendre cette pathologie, ses mécanismes, ses signes d'alarme et surtout les moyens de la prévenir, c'est se donner les clés pour préserver sa qualité de vie et éviter des complications graves. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble tous les aspects de cette maladie silencieuse qui progresse souvent sans symptômes visibles pendant des années. Nous découvrirons comment nos reins, ces organes extraordinaires, peuvent être affectés par l'hyperglycémie chronique et quelles sont les stratégies les plus efficaces pour protéger notre fonction rénale. 1. Qu'est-ce que la néphropathie diabétique ? La néphropathie diabétique est une complication chronique du diabète qui affecte les reins de manière progressive et irréversible. Pour bien comprendre cette pathologie, il faut d'abord saisir le rôle fondamental que jouent nos reins dans notre organisme. Ces organes remarquables filtrent quotidiennement environ 180 litres de sang, éliminant les déchets toxiques tout en préservant les substances utiles à notre corps. Lorsque le diabète n'est pas correctement contrôlé, l'excès de glucose dans le sang endommage progressivement les petits vaisseaux sanguins des reins, appelés capillaires glomérulaires. Ces minuscules structures constituent les unités de filtration du rein, les néphrons. Chaque rein contient environ 1 million de néphrons, et leur détérioration progressive conduit à une diminution de la capacité de filtration rénale. Le processus destructeur commence de manière insidieuse. L'hyperglycémie chronique provoque des modifications biochimiques complexes dans les cellules rénales. Les protéines se glycosylent, c'est-à-dire qu'elles se lient au glucose de manière anormale, formant des produits de glycation avancés qui s'accumulent dans les tissus rénaux. Ces accumulations perturbent le fonctionnement normal des cellules et déclenchent des processus inflammatoires chroniques. Parallèlement, l'hyperglycémie active des voies métaboliques néfastes, notamment la voie des polyols et la voie de la protéine kinase C. Ces cascades biochimiques conduisent à la production excessive de radicaux libres, créant un état de stress oxydatif qui endommage les structures cellulaires délicates des reins. La néphropathie diabétique ne se développe pas du jour au lendemain. C'est un processus qui s'étale généralement sur de nombreuses années, voire des décennies. Cette évolution lente explique pourquoi de nombreuses personnes diabétiques ne réalisent pas immédiatement les dégâts qui s'accumulent silencieusement dans leurs reins. 2. Les mécanismes de développement. Le développement de la néphropathie diabétique suit un processus complexe impliquant plusieurs mécanismes interconnectés. Au niveau moléculaire, l'hyperglycémie chronique déclenche une cascade d'événements qui conduisent progressivement à la destruction du tissu rénal fonctionnel. Le premier mécanisme implique la formation de produits de glycation avancés. Lorsque le glucose sanguin reste élevé pendant de longues périodes, il réagit spontanément avec les protéines tissulaires, formant des liaisons irréversibles. Ces produits de glycation s'accumulent dans la matrice extracellulaire du rein, modifiant ses propriétés physiques et fonctionnelles. La membrane basale glomérulaire s'épaissit, perdant sa capacité de filtration sélective. Le stress oxydatif joue également un rôle central dans la pathogenèse. L'excès de glucose active la voie des polyols, où le glucose est transformé en sorbitol par l'enzyme aldose réductase. Cette réaction consomme du NADPH, un cofacteur essentiel pour la production de glutathion, notre principal antioxydant cellulaire. La diminution du glutathion fragilise les cellules face aux dommages oxydatifs. L'activation de la protéine kinase C représente un autre mécanisme délétère. Cette enzyme, stimulée par l'hyperglycémie, modifie l'expression de nombreux gènes impliqués dans la production de facteurs de croissance, de cytokines inflammatoires et de molécules d'adhésion. Ces modifications favorisent la prolifération cellulaire anormale, l'inflammation chronique et la fibrose progressive du tissu rénal. L'hypertension glomérulaire constitue un facteur aggravant majeur. L'hyperglycémie perturbe l'autorégulation rénale, entraînant une dilatation de l'artériole afférente et une vasoconstriction de l'artériole efférente. Cette dysrégulation augmente la pression dans les capillaires glomérulaires, accélérant les dommages structurels et fonctionnels. Le système rénine-angiotensine-aldostérone subit également des modifications profondes. L'angiotensine 2,
hormone vasoconstrictrice, voit son action renforcée dans le contexte diabétique. Elle stimule la croissance cellulaire, la production de collagène et l'expression de facteurs pro-inflammatoires, contribuant à la sclérose progressive du tissu rénal. Les facteurs génétiques influencent considérablement la susceptibilité individuelle à développer une néphropathie diabétique. Certaines variations génétiques affectent la capacité de réparation cellulaire, la sensibilité au stress oxydatif ou la réponse inflammatoire, expliquant pourquoi tous les diabétiques ne développent pas cette complication au même rythme. 3. Les stades et l'évolution de la maladie. La néphropathie diabétique évolue selon un processus graduel que les médecins ont classifié en plusieurs stades distincts, chacun caractérisé par des modifications spécifiques de la fonction rénale et des manifestations cliniques particulières. Le stade initial, souvent appelé stade préclinique, se caractérise par des modifications fonctionnelles subtiles qui ne sont détectables que par des examens spécialisés. Les reins présentent une hyperfiltration, c'est-à-dire qu'ils filtrent le sang plus intensément que la normale. Cette hyperfiltration représente paradoxalement un mécanisme compensatoire qui masque les premiers dommages structurels. La taille des reins peut légèrement augmenter, et des modifications microscopiques apparaissent dans la structure des glomérules. Le deuxième stade marque l'apparition des premières anomalies détectables par les analyses de routine. La microalbuminurie fait son apparition, signalant que les reins commencent à laisser passer de petites quantités de protéines dans l'urine. Cette microalbuminurie, définie par une excrétion d'albumine comprise entre 30 et 300 mg par jour, constitue un marqueur précoce crucial car elle précède de plusieurs années la détérioration significative de la fonction rénale. Au troisième stade, la néphropathie devient cliniquement évidente avec l'apparition de la protéinurie franche. L'excrétion d'albumine dépasse 300 mg par jour, et d'autres protéines commencent également à apparaître dans l'urine. La pression artérielle tend à s'élever progressivement car les reins perdent leur capacité à réguler efficacement l'équilibre hydroélectrolytique. Les patients peuvent commencer à ressentir une fatigue plus marquée et des édèmes légers. Le quatrième stade correspond à l'insuffisance rénale chronique modérée. Le débit de filtration glomérulaire diminue de manière mesurable, et les déchets métaboliques commencent à s'accumuler dans le sang. Les symptômes deviennent plus perceptibles avec l'apparition possible de nausées, d'une perte d'appétit, de troubles du sommeil et d'une anémie progressive due à la diminution de production d'érythropoïétine par les reins. Le cinquième et dernier stade représente l'insuffisance rénale terminale, où la fonction rénale est si altérée que la survie du patient nécessite un traitement de suppléance rénale par dialyse ou transplantation. À ce stade, les reins ne parviennent plus à maintenir l'homéostasie de l'organisme, et l'accumulation de toxines urémiques provoque des complications systémiques graves. La progression entre ces stades n'est ni linéaire ni prévisible pour chaque individu. Certains patients peuvent rester pendant de nombreuses années au stade de microalbuminurie sans progression significative, tandis que d'autres connaissent une détérioration rapide. Cette variabilité dépend de nombreux facteurs incluant la qualité du contrôle glycémique, la gestion de la pression artérielle, les facteurs génétiques individuels, et la présence d'autres comorbidités. 4. Les symptômes et signes d'alerte. La néphropathie diabétique présente la particularité redoutable d'évoluer silencieusement pendant de nombreuses années avant de manifester des symptômes perceptibles. Cette caractéristique insidieuse explique pourquoi un dépistage régulier et systématique s'avère absolument crucial pour tous les patients diabétiques. Dans les phases précoces, les symptômes sont pratiquement inexistants ou si subtils qu'ils passent inaperçus. Les patients peuvent occasionnellement remarquer une légère fatigue qu'ils attribuent souvent au stress, au surmenage ou au vieillissement naturel. Cette fatigue résulte de la diminution progressive de la capacité des reins à maintenir l'équilibre électrolytique et à éliminer efficacement les toxines métaboliques. L'apparition d'édème représente l'un des premiers signes visibles de la progression de la maladie. Ces gonflements commencent généralement par les chevilles et les pieds en fin de journée, puis peuvent s'étendre aux jambes et aux mains. L'édème résulte de la fuite de protéines dans l'urine, ce qui diminue la pression oncotique du sang et favorise l'accumulation de liquide dans les tissus. Les modifications de l'urine constituent des signaux d'alarme importants. L'urine peut devenir mousseuse ou écumeuse, particulièrement le matin, témoignant de la présence anormale de protéines. Cette mousse persistante ne disparaît pas rapidement comme celle causée par un jet d'urine vigoureux, mais forme des bulles durables à la surface.
L'hypertension artérielle accompagne fréquemment l'évolution de la néphropathie diabétique. Les patients peuvent ressentir des maux de tête plus fréquents, des étourdissements ou une sensation de tension dans la nuque. Cette élévation tensionnelle résulte de la perturbation de la régulation hydrosodée par les reins endommagés. Avec la progression de la maladie, d'autres symptômes deviennent plus évidents. Les nausées et vomissements apparaissent progressivement, accompagnés d'une perte d'appétit et d'une sensation de satiété précoce. Ces manifestations digestives résultent de l'accumulation de toxines urémiques qui affectent le système gastro-intestinal. L'anémie se développe insidieusement à mesure que les reins perdent leur capacité à produire l'érythropoïétine, hormone stimulant la production de globules rouges. Les patients ressentent une fatigue croissante, un essoufflement à l'effort, et peuvent présenter une pâleur progressive de la peau et des muqueuses. Les troubles du sommeil deviennent fréquents, avec des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes multiples et une sensation de fatigue matinale persistante. L'accumulation de toxines et les déséquilibres électrolytiques perturbent les cycles naturels du sommeil. Dans les stades avancés, des symptômes neurologiques peuvent apparaître, incluant des crampes musculaires, des fourmillements dans les extrémités, une diminution de la concentration, et des troubles de la mémoire. Ces manifestations témoignent de l'impact systémique de l'insuffisance rénale chronique. Il est crucial de comprendre que l'absence de symptômes ne garantit pas l'absence de progression de la maladie. C'est pourquoi la surveillance biologique régulière reste l'outil de dépistage le plus fiable et le plus précoce. 5. Diagnostic et examen. Le diagnostic de la néphropathie diabétique repose sur une approche méthodique combinant l'histoire clinique du patient, l'examen physique et une batterie d'examens complémentaires spécifiques. Cette démarche diagnostique permet non seulement de confirmer la présence de la maladie, mais aussi d'évaluer son stade et de guider les décisions thérapeutiques. L'anamnèse détaillée constitue la première étape cruciale. Le médecin évalue la durée du diabète, la qualité du contrôle glycémique au fil des années, la présence d'autres complications diabétiques et les antécédents familiaux de maladies rénales. Cette information contextuelle aide à évaluer le risque individuel et à interpréter les résultats des examens. L'analyse d'urine représente l'examen de dépistage fondamental. La recherche de microalbuminurie constitue le test le plus sensible pour détecter les phases précoces de la néphropathie. Cet examen peut être réalisé sur un échantillon d'urine ponctuel en calculant le rapport albumine-créatinine, ou sur une collection d'urine de 24 heures pour une mesure plus précise. La persistance d'une microalbuminurie sur plusieurs prélèvements confirme le diagnostic. L'évaluation de la fonction rénale s'effectue principalement par la mesure du débit de filtration glomérulaire estimé. Ce paramètre, calculé à partir de la créatinine sérique en tenant compte de l'âge, du sexe et parfois de l'origine ethnique, fournit une estimation fiable de la capacité de filtration des reins. Une diminution progressive de ce débit témoigne de la détérioration de la fonction rénale. Les examens sanguins complémentaires incluent le dosage de l'urée, de l'acide urique, des électrolytes et des paramètres de l'équilibre acido-basique. Ces analyses permettent d'évaluer l'impact systémique de la dysfonction rénale et de détecter les complications métaboliques associées. L'évaluation cardiovasculaire fait partie intégrante du bilan car la néphropathie diabétique s'associe fréquemment à des complications cardiovasculaires. L'électrocardiogramme, l'échocardiographie et parfois des épreuves d'effort permettent d'évaluer le retentissement cardiaque. L'imagerie rénale par échographie fournit des informations précieuses sur la taille des reins, leur écostructure, et la présence d'éventuelles complications comme des kystes ou des calculs. Dans la néphropathie diabétique avancée, les reins peuvent présenter une diminution de taille et des modifications de leur écostructure. La biopsie rénale n'est généralement pas nécessaire pour diagnostiquer une néphropathie diabétique typique chez un patient avec un diabète de longue durée. Cependant, elle peut être envisagée dans certaines situations atypiques, comme une progression inhabituellement rapide, l'absence de rétinopathie diabétique associée, ou la présence d'éléments cliniques évoquant une autre néphropathie. Le suivi diagnostique implique une surveillance régulière et systématique. Les patients diabétiques doivent bénéficier d'un dépistage annuel de la microalbuminurie dès le diagnostic du diabète de type 2, ou après 5 ans d'évolution pour le diabète de type 1. Cette surveillance précoce permet d'intervenir aux stades les plus favorables à la préservation de la fonction rénale. 6. Prévention et mesures préventives.
La prévention de la néphropathie diabétique représente un enjeu majeur qui repose sur une approche globale et multifactorielle. Cette stratégie préventive s'articule autour de plusieurs piliers fondamentaux dont l'efficacité a été démontrée par de nombreuses études cliniques rigoureuses. Le contrôle glycémique optimal constitue la pierre angulaire de la prévention. Maintenir une hémoglobine glyquée inférieure à 7% chez la plupart des patients diabétiques réduit considérablement le risque de développement et de progression de la néphropathie. Cette cible peut nécessiter des ajustements individualisés selon l'âge, la durée du diabète et la présence de comorbidités, mais elle reste l'objectif prioritaire pour préserver la fonction rénale. La gestion rigoureuse de la pression artérielle s'avère tout aussi cruciale. L'hypertension accélère dramatiquement la progression de la néphropathie diabétique en augmentant la pression dans les capillaires glomérulaires. L'objectif tensionnel recommandé est généralement inférieur à 130/80 mmHg, avec des cibles parfois plus strictes selon le profil du patient. Cette approche nécessite souvent une combinaison de mesures non pharmacologiques et de traitements médicamenteux. L'adoption d'un mode de vie sain joue un rôle préventif fondamental. L'activité physique régulière améliore la sensibilité à l'insuline, contribue au contrôle glycémique et aide à maintenir une pression artérielle normale. L'exercice favorise également la santé cardiovasculaire globale, réduisant les risques de complications associées à la néphropathie diabétique. La nutrition thérapeutique représente un aspect souvent sous-estimé mais essentiel de la prévention. Une alimentation équilibrée, pauvre en sel, avec un apport protéique modéré et riche en fibres, contribue simultanément au contrôle glycémique et tensionnel. La restriction sodée aide particulièrement à contrôler la pression artérielle et à réduire la protéinurie. L'arrêt du tabagisme constitue une mesure préventive indispensable. Le tabac aggrave les dommages vasculaires, accélère la progression de la néphropathie et augmente considérablement les risques cardiovasculaires chez les patients diabétiques. Les programmes d'aide au sevrage tabagique montrent une efficacité remarquable dans ce contexte. La surveillance biologique régulière permet une détection précoce des premiers signes de néphropathie, autorisant une intervention thérapeutique aux stades les plus favorables. Cette surveillance inclut le dépistage annuel de la microalbuminurie, l'évaluation de la fonction rénale et le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire. L'éducation thérapeutique du patient représente un élément clé du succès préventif. Comprendre sa maladie, connaître les objectifs thérapeutiques, maîtriser l'autosurveillance glycémique et reconnaître les signes d'alerte permettent au patient de devenir acteur de sa prise en charge. Cette approche éducative améliore significativement l'observance thérapeutique et les résultats cliniques. La prévention des infections urinaires mérite une attention particulière chez les patients diabétiques, car ces infections peuvent accélérer les dommages rénaux. Une hygiène appropriée, une hydratation suffisante et un traitement précoce des épisodes infectieux contribuent à préserver la fonction rénale. 7. Traitement et prise en charge. La prise en charge de la néphropathie diabétique nécessite une approche thérapeutique multidisciplinaire et personnalisée qui s'adapte au stade de la maladie et aux caractéristiques individuelles de chaque patient. Cette stratégie thérapeutique vise simultanément à ralentir la progression de la maladie rénale, à prévenir les complications cardiovasculaires et à maintenir la meilleure qualité de vie possible. Le traitement médicamenteux repose principalement sur l'utilisation d'inhibiteurs de l'enzyme de conversion ou d'antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2. Ces médicaments exercent un effet néphroprotecteur spécifique en réduisant la pression intraglomérulaire et en diminuant la protéinurie. Leur prescription est recommandée dès l'apparition de la microalbuminurie, même en l'absence d'hypertension artérielle manifeste. L'optimisation du contrôle glycémique reste fondamentale à tous les stades de la maladie. Elle peut nécessiter l'intensification du traitement antidiabétique avec l'ajout de nouvelles classes thérapeutiques comme les inhibiteurs du SGLT2, qui présentent l'avantage supplémentaire d'exercer un effet protecteur rénal direct. Ces médicaments réduisent la réabsorption rénale du glucose et exercent des effets bénéfiques sur la fonction rénale indépendamment de leur action antidiabétique. La gestion de l'anémie rénale constitue un aspect important du traitement aux stades avancés. L'utilisation d'agents stimulant l'érythropoïèse, associés à une supplémentation en fer si nécessaire, permet de corriger l'anémie et d'améliorer la qualité de vie des patients. Cette prise en charge nécessite une surveillance attentive pour éviter les complications thrombotiques.
Le traitement des troubles du métabolisme phosphocalcique devient nécessaire avec la progression de l'insuffisance rénale. L'utilisation de chélateurs du phosphore, de dérivés de la vitamine D, et parfois de calcimimétiques permet de prévenir l'ostéodystrophie rénale et les complications cardiovasculaires liées aux désordres minéraux. La prise en charge diététique évolue selon le stade de la maladie. Au stade précoce, l'accent est mis sur le contrôle glycémique et la restriction sodée. Aux stades avancés, une restriction protéique modérée peut être bénéfique, tout en veillant à maintenir un état nutritionnel optimal. L'accompagnement par un diététicien spécialisé s'avère souvent indispensable. La préparation à la suppléance rénale doit débuter suffisamment tôt pour permettre une transition optimale. Cette préparation inclut l'information du patient sur les différentes modalités de traitement, la création d'un accès vasculaire pour l'hémodialyse si nécessaire, et l'évaluation pour une éventuelle transplantation rénale. L'hémodialyse, la dialyse péritonéale et la transplantation rénale représentent les 3 options de suppléance rénale disponibles au stade terminal. Le choix entre ces modalités dépend de nombreux facteurs incluant l'âge, les comorbidités, les préférences du patient, et les contraintes géographiques et sociales. La transplantation rénale, lorsqu'elle est possible, offre généralement la meilleure qualité de vie et survie pour les patients diabétiques en insuffisance rénale terminale. La transplantation combinée rein-pancréas peut être envisagée chez certains patients jeunes avec un diabète de type 1, offrant la possibilité de corriger simultanément l'insuffisance rénale et le diabète. Conclusion et perspectives d'avenir. La néphropathie diabétique représente un défi médical majeur du XXIe siècle, mais les avancées scientifiques récentes ouvrent des perspectives thérapeutiques prometteuses qui transforment progressivement le pronostic de cette complication redoutable. Les recherches actuelles explorent de nouvelles cibles thérapeutiques, notamment les voies de l'inflammation chronique, du stress oxydatif et de la fibrose rénale. Les thérapies anti-inflammatoires spécifiques, les antioxydants ciblés et les agents antifibrotiques font l'objet d'essais cliniques encourageants qui pourraient révolutionner la prise en charge dans les années à venir. L'intelligence artificielle et la médecine personnalisée ouvrent également des horizons novateurs. Les algorithmes prédictifs permettent déjà d'identifier plus précocement les patients à haut risque, tandis que la pharmacogénomique promet une individualisation optimale des traitements selon le profil génétique de chaque patient. La régénération rénale, bien qu'encore expérimentale, représente l'espoir ultime de pouvoir restaurer la fonction rénale perdue. Les recherches sur les cellules souches, l'ingénierie tissulaire et les organes artificiels progressent rapidement et pourraient transformer radicalement le traitement de l'insuffisance rénale terminale. En attendant ces innovations, la prévention reste notre arme la plus efficace. Chaque patient diabétique détient entre ses mains le pouvoir de préserver sa fonction rénale par un contrôle optimal de sa glycémie, de sa pression artérielle, et l'adoption d'un mode de vie sain. L'éducation, la sensibilisation et l'accompagnement des patients constituent les piliers d'une prise en charge réussie. Ensemble, patients, familles et équipes soignantes peuvent faire reculer cette complication et préserver la qualité de vie de millions de personnes dans le monde. L'avenir de la lutte contre la néphropathie diabétique s'annonce prometteur, porté par l'innovation scientifique, l'engagement des professionnels de santé et la prise de conscience croissante de l'importance de la prévention. Chaque geste compte, chaque jour compte, pour préserver ce bien précieux qu'est notre fonction rénale.